Bonjour à tous, je m'appelle Yves Dubief, je suis industriel textile en Chêne-et-Trame dans les Vosges et accessoirement président de l'Union des industries textiles qui est la fédération qui regroupe l'ensemble des industries sur le territoire national. Nous devons aussi parler ici de fashion et de tech et il ne peut y avoir ni fashion ni tech sans des matériaux innovants, souples, légers et résistants. Si on se replace 3 ans auparavant, le 12 novembre 2013, nous sommes dans le grand salon de l'Élysée et François Hollande et Arnaud Montebourg présentent la nouvelle France industrielle, le grand défi de la réindustrialisation de la France au travers de 34 plans illustrant un certain nombre de secteurs. Et dans ces 34 plans, parmi ces 34 plans se trouve le textile, la filière textile habillement, les tissus techniques qui vont former et écrire cette feuille de route de ce plan textile, technique et intelligence. Aujourd'hui, ces 34 plans ont été regroupés en 9 solutions industrielles et nous nous retrouvons dans la solution objet connecté et qui montre tout l'aspect du futur que revêt le textile. Pourquoi nous avons été sélectionnés parmi ces 34 plans? C'est bien parce que le textile qui a souffert, qui a été synonyme parfois de désespoir, de souffrance, de difficultés, et dans ce territoire du Nord, qui est la 2e région textile en France, qui a subi aussi son lot de difficultés, de fermeture, de reconversion, de remise en cause, c'est bien parce que les acteurs du textile, les opérateurs, les industriels, avec leur personnel, accompagnés par les pouvoirs publics, accompagnés par les instituts de recherche, les pôles de compétitivité, les universités, mais aussi leurs clients, ont su montrer que ce secteur était un secteur en rebond, un secteur en résilience. Aujourd'hui, en 2015, c'est un peu moins de 60 000 salariés qui travaillent dans le textile en France. Première région Rhône-Alpes, 2e région Nord-Pas-de-Calais, 3e région Grand Est, donc de la Champagne à l'Alsace, mais aussi dans les Pays de Loire, mais aussi dans le sud de la France, la région de Castres. Le chiffre d'affaires 2015 est d'environ de 13 milliards d'euros. La part à l'export s'inscrit à 8,5 milliards, en hausse de 5% par rapport à 2014. Et évidemment les importations, mais qui sont de fibres, de fils, de tissus, de 16 milliards d'euros. Les entreprises de plus de 20 salariés sont d'environ 550, mais si on prend toutes les tailles confondues, on est à un peu plus de 2000. Et les un peu moins de 60 000 personnes qui travaillent dans le secteur, 43% sont les ouvriers, 17% des cadres. Ces chiffres de 2015 se retrouvent dans ceux du premier semestre de cette année, puisque le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires export sont en hausse, notamment et surtout sur les secteurs à usage technique, les marchés à usage technique. Les carnets de commandes sont en amélioration, les stocks sont stables, les effectifs aussi, la trésorerie et les investissements, aidés par, bien sûr, des mesures comme le suramortissement à 140%. L'effet Brexit du mois de juin, ce sondage a été réalisé, ce baromètre a été réalisé en juillet, a été jugé négligeable pour plus de 70% des répondants en raison de la faible part des exports vers le Royaume-Uni. Quelques nuances sont à apporter. C'est le marché des textiles à usage technique qui est de loin le plus dynamique, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, d'exportation, de carnet de commandes, d'investissement et d'effectifs, et que la région Rhône-Alpes-Auvergne est celle où le plus grand nombre d'entreprises indiquent une progression de l'activité. C'est en corrélation avec les textiles à usage technique qui sont tout à fait prépondérants dans cette région, mais qui sont aussi présents dans un grand nombre d'autres régions. Alors si nous avons été un de ces 30, et si nous sommes toujours un de ces 34 plans, de ces 9 solutions, c'est bien parce que depuis plus de 5 ans,
l'ensemble du secteur, l'ensemble de cet univers textile a remis au centre de ses préoccupations l'innovation. C'est aussi au centre des priorités de l'UIT, avec évidemment la défense des crédits d'impôt, crédit d'impôt recherche, universel pour l'ensemble de l'industrie, mais aussi le crédit d'impôt collection qui est très important pour notre secteur. C'est parce que nous avons collaboré et coécrit la feuille de route de ce plan stratégique textile, technique et intelligent de 2013 à 2015 avec la Direction générale des entreprises, dont un des représentants, Fabrice Leroy, est dans la salle. Et c'est bien aussi parce que nous avons cet appui fort et constant et quotidien que nous avons réussi à faire passer ce plan. Nous sommes aussi présents dans la gouvernance et dans la feuille de route de l'IFTH. Nous sommes présents par UIT Nord dans la gouvernance du CETI. Et nous sommes également très proches des deux pôles de compétitivité, celui de cette région qui s'appelle le CETS et celui du Rhône-Alpes qui s'appelle Tecterra. Nous continuons donc cette priorité qu'est l'innovation par l'écriture d'un livre blanc sur les textiles intelligents qui sera présenté lors de notre 3e colloque Textile Cap sur le futur en mars de l'année prochaine. Nous sommes présents dans un certain nombre de conférences techniques textiles européennes. C'était Aix-la-Chapelle à l'automne de l'année dernière, par exemple. Nous sommes tout à fait en liaison avec la plateforme textile européenne d'Euratex, qui est l'instance européenne du textile. Et nous avons des relations constantes avec les startups de ce monde de la filière, de cette filière textile-habillement, mais aussi avec un certain nombre d'investisseurs financiers, non bancaires, qui s'intéressent à notre secteur et qui voient que ce secteur est bien un secteur d'avenir. Ce plan stratégique, industriel stratégique, cette solution, il a bien fallu, et heureusement, elle s'est convertie en appel à projet de la BPI, qui était doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros, et qui se focalisait sur 3 objectifs. Le premier est la réussite de la transition écologique et le passage à une économie circulaire. Le deuxième, c'était l'exploitation des opportunités offertes par les révolutions numériques et nanotechnologiques. On peut appeler ça les textiles intelligents. Et la troisième, c'était le développement en France d'une usine textile du futur autour des nouveaux modes d'assemblage et de tout ce qui tourne autour des technologies 3D. Le premier objectif des matières premières textiles biosourcées et recyclables faisait appel à la filière française du lin et du chanvre, allant de la culture dans cette région du Nord qui est bien connue pour la culture du lin. Plus de 70% de la culture mondiale du lin se fait entre Caen et la frontière belge, mais aussi le filage de biopolymères issus de l'agriculture, et tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire textile, la valorisation des déchets de production et des gisements d'éco-TLC, afin de mettre sur le marché une offre de textiles recyclés. Les textiles intelligents, les textiles connectés, avec plusieurs marchés, la santé, les sports et loisirs, les équipements de protection individuelle, mais aussi l'énergie, le transport, la construction, la défense, la protection civile. Et donc on retrouve très souvent les notions de protection, de confort et de sécurité au travers de ces textiles connectés. Et enfin, l'usine textile du futur, avec les nouveaux modes d'assemblage de ces textiles connectés, donc qui ne se font plus de manière traditionnelle, mais par soudure ultrason ou collage ou thermoformage. Tout ce qui tourne autour de l'impression 3D, du tricotage et du tissage 3D, de la teinture 3D et de l'impression numérique. Donc cet appel à projet qui a été lancé en 2015, avec cette enveloppe de 20 millions d'euros, a sélectionné 7 projets. Textronic,
qui consiste en l'industrialisation de textiles connectés seconde peau permettant des mesures et des recueils de données physiologiques, avec un chef de file qui est BioSerenity, mais des partenaires comme Damartex, comme Petit Bateau, comme Inotera, comme MK, qui était plus basé sur la région troyenne et dont le produit phare est un vêtement de traitement de l'épilepsie. Thésée, qui est bien connu ici, enfin celui-là c'est Rhône-Alpes. Thésée, c'est le développement d'une filière industrielle de vêtements connectés apportant un fil textile RFID, avec Primo Indé qui est dans le campus du CEA à Grenoble, et DIM. Tremplin, c'est la valorisation de la filière du lin dans les secteurs tels que le sport, le loisir, le bâtiment, les transports, avec la société De Pestel, appuyée par Fantex et le CNRS. Autonotex, ici avec l'appui du CETI, donc la mise au point de vêtements de protection individuelle instrumentés et autonomes en énergie, avec Multiflori, TDV, Éminence et Arkema. Faritex, ennoblissement de nouvelles générations pour les textiles autour de l'Alsace, avec ETC et Velcorex et l'Université de Haute-Alsace. Litex est une production industrielle de tissus lumineux à partir de fibres optiques, avec Brochier Technologies, qui est à la fois sur le décor, sur la mode, mais aussi de domaine de la santé, puisque cela permet d'être un des traitements de la jaunisse du nourrisson. Et Teximed est aussi dans le développement de dispositifs médicaux pour la santé, avec la société Texinov et l'appui d'IFTH. Donc ces 7 projets qui sont aujourd'hui une réalité, qui commencent à présenter un certain nombre de produits. BioSerenity, le premier dont je vous ai parlé, a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et un certain nombre de tenues médicales pour traiter et prévenir les crises d'épilepsie. Et tout ça ne doit pas s'arrêter. Il faut que cette feuille de route continue à avoir un impact franc et massif avec d'autres projets, et c'est pourquoi nous sommes en liaison avec la Direction générale des entreprises et le cabinet du secrétaire d'État à l'industrie pour mettre en place une deuxième vague de financement d'un certain nombre de projets qui seraient plus sur l'usine textile du futur. C'est ce que nous souhaitons en tout cas, parce que vous avez vu que dans ces 3 objectifs, les 7 projets répondaient plus aux 2 premiers projets, matériaux biosourcés, recyclage et textile intelligent, qu'au 3e, qui était l'usine textile du futur, l'usine textile à la fois de filature, de tissage, d'ennoblissement, de moulinage, de tricotage, mais aussi d'assemblement ou d'assemblage des différentes pièces. Je terminerai par cette citation de François Hollande dans son discours du mois de septembre 2013. La transition écologique, c'est le textile innovant avec des fibres à ce point intelligentes qu'elles captent l'énergie, qu'elles nous donnent des informations sur nous-mêmes, qu'elles nous protègent, qu'elles nous soignent. Tout est dit dans ces 4 lignes et montre que le textile est bien un secteur d'avenir grâce à vous tous, grâce à nous tous acteurs de cette filière. Et Fashion Tech, c'est aussi Textech. Je suis là pour répondre à vos questions s'il y en a. Vous pouvez développer en 2 mots ce que vous appelez la teinture 3D. J'ai pas bien compris ce que c'est. Souvent, la question est posée parce que la slide n'est effectivement pas très bien rédigée, c'est plus de la teinture, de tricotage ou de tissage 3D qu'une teinture qui soit elle-même 3D. Et tant que j'y suis... Merci. Oui, vous avez des informations sur les capteurs embarqués, mais cette fois-ci dans le polymère, dans la fibre?
Oui, qui ne sont pas encore très positives. On a pris du retard. Aujourd'hui, quand on parle de, par exemple, Primo Indé avec un fil RFID, c'est plus une puce qui est scotchée sur le fil qu'une fibre elle-même qui soit connectée. Donc tout ce qui est t-shirt, choses connectées, c'est plus des patchs qui sont sur un support textile, plus ou moins bien intégrés, plutôt plus bien que pas bien, mais on n'est pas encore à une fibre qui soit conductrice d'informations et qui soit autonome. C'est un peu loin pour vous passer le micro. Le sujet, c'était simplement, c'est comme pour toutes les innovations, c'est toujours de savoir à quel moment les groupes de mode, on va dire, doivent se mettre à tester des innovations sur des textiles, sur des vêtements connectés. Enfin, combien de temps on avance par rapport au marché et quelle est la meilleure manière de y arriver? C'est une collaboration de tous les jours entre les différents acteurs de la chaîne, que nous soyons industriels, stylistes, organismes de tendance, groupes de mode. C'est par un dialogue permanent que nous pouvons avancer. Je vous ai montré un certain nombre d'exemples qui sont plus tournés vers le domaine du textile peut-être que vers la mode, encore que derrière, souvent la mode reprend des innovations qu'on peut retrouver dans des EPI ou dans des textiles de santé. On ne réussira qu'ensemble. Oui. Je vais vous amener le micro, c'est trop loin. Vous parlez du coup un peu du gouvernement et j'aurais aimé savoir quelles sont les initiatives du gouvernement pour encourager en fait toutes ces innovations, enfin, des exemples un petit peu concrets. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais ni de l'administration et du ministère. Mais j'ai cité François Hollande et Arnaud Montebourg, parce qu'ils en étaient à l'initiative. La solution, les 9 solutions qui étaient mises en place par Emmanuel Macron, et puis aujourd'hui nous sommes en relation avec le cabinet soit de M. Sapin, soit du M. Serruc. Mais en tout cas, la constance que nous avons, c'est l'administration, c'est la DGE, puisque les gouvernements passent, mais la DGE reste, et souvent les interlocuteurs sont les mêmes. Alors, j'ai cité le crédit impôt recherche, qui est quand même un dispositif fiscal qui est éminemment important pour l'ensemble de l'industrie et l'ensemble des centres de recherche. Je vous ai cité le crédit impôt collection, qui est plus spécifique au textile, pour les collections de tout ce qui touche à l'équipement de la personne et l'équipement de la maison. Le principal résultat, c'est cet appel à projet de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros pour une filière comme la filière textile, ça ne s'était pas vu depuis longtemps. À titre, les autres filières ont lancé des appels à projets, mais 20 millions d'euros pour notre taille, et avec 7 projets sélectionnés et qui ont réussi, et cette enveloppe qui est quasiment consommée, c'est un beau résultat. Après tout ce qui est innovation, il y a aussi, j'ai oublié, le crédit impôt innovation, qui a été mis en place il y a quelques temps. Et puis toutes les mesures qui... une entreprise pour innover doit être une entreprise qui dégage de la marge, donc qui est en bonne santé financière, qui peut recruter des talents, qui peut faire de la recherche, et pour dégager de la marge, eh bien, il faut conquérir de nouveaux marchés, être à l'international, être avec des produits innovants, mais aussi avoir un compte de résultats positif, donc des charges fiscales et sociales raisonnables. Et on a vu quelques aides au cours des derniers mois avec le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité emploi, avec le suramortissement à 140%, avec la suppression de la C3S, et peut-être l'année prochaine. Ça sont des mesures concrètes et administratives et qui ressortent de lois votées au Parlement ou de décrets. Mais après, il y a toute l'ambiance, je dirais, de croire à l'innovation et de croire à l'industrie française,
qui se retrouvent à la fois dans les discours des politiques. À Reims, il y a quelques semaines, il y avait un plaidoyer pour le Made in France et donc l'industrie française. Et tous les candidats à la primaire étaient présents pour dire le bien qu'ils pensaient de ces initiatives. Mais c'est tout aussi tout cela que la France retrouve la place, peut-être pas qui était la sienne il y a 30 ou 40 ans, mais qui était il y a quelques années dans le concert européen et mondial de l'industrie. Est-ce que vous pourriez juste un tout petit peu développer, c'était ma question. Je comprends qu'il y a un salut dans l'innovation. Voilà. C'est la Redoute, on vous a rencontré à 2 ou 3 fois. Justement, on est une entreprise où on se pose la question sur le fabriquer en France. On a envie de contribuer aussi à cet essor-là, à notre mesure. On ne pourra sûrement pas tout faire. Mais il y a aussi du coup un retour à certains métiers de production de base. Enfin voilà, parce que avant l'innovation. Et quelle est votre position par rapport à ça pour relancer l'industrie? Je sais que nous on a une initiative dans le Nord autour de Nord-Créa. Voilà, quel est votre rôle pour aller relancer quand même cette industrie sur voilà, des métiers de base de la production? Parce qu'il n'y a pas d'école. Enfin, voilà, nous on a un projet, il n'y a plus d'école qui forme à ces métiers-là, de couturière, d'agents logistiques. Enfin, voilà. Donc, je veux juste avoir votre position par rapport à ça. On fait appel à la sauvegarde des savoir-faire. Alors nous, on est plus dans l'amont de la filière, donc on est moins considéré par les couturières ou les logisticiens, mais par les ennoblisseurs, les tisserands, les tricoteurs, ceux qui travaillent dans les moulinages, etc. Donc c'est avec Opcalia qui a recensé ces métiers qui ont fait la richesse de notre filière et qui doivent continuer à faire cette richesse. De donner aussi une certaine attractivité du secteur et des territoires sur lesquels nous sommes, parce que nous ne sommes pas toujours dans des régions urbaines, proches de métropoles comme ici. On peut être dans les vallées vosgiennes ou alsaciennes, même si vous êtes un peu plus dans la plaine, ou en Ardèche, ou dans la Drôme, ou dans le Tarn. Donc il y a l'attractivité du métier, il y a l'attractivité du territoire, il y a l'attractivité d'abord de l'industrie. Et ça, c'est un grand enjeu national, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'industrie a besoin de compétences, de talents, de gens formés, avec des spécificités bien particulières, que ce n'est pas un métier sale, que si on veut retrouver de la croissance dans notre pays, c'est aussi par l'industrie, et c'est par une industrie 4.0, donc une industrie qui emploie des technologies tout à fait up-to-date, donc qui peuvent faire rêver les jeunes, comme le numérique, mais qui s'inscrivent aussi dans une notion de sauvegarde de la planète, en consommant moins d'énergie, en consommant moins de matières premières, ou en produisant plus avec moins, parce que toutes ces nouvelles technologies comme le numérique, l'industrie du futur nous permettent d'avoir moins de déchets, de matières premières, de recycler ces matières premières, de dépenser moins d'énergie. Et en venant ce matin depuis Paris avec mon voisin, je lui disais tout le bien que je pensais d'un article qui est paru dans Le Monde il y a 2 jours, non pas sur la mode, mais sur l'industrie du futur, et un labo qui a été lancé par le Boston Consulting Group à Saclay. C'est pas du textile, ils font une usine de scooters et une usine de bonbons. Mais avec la réalité augmentée, ils peuvent voir au cours d'une fabrication s'il y a une pièce qui manque. Et, puisque il y aura le scooter en cours de fabrication, et sur l'écran de la tablette, on voit ce que devrait être le produit à ce stade de fabrication, et s'il y a une pièce qui manque, elle s'inscrit en rouge. Et on peut imaginer que dans un tissu aussi, par exemple dans une armure de tissu, voir si l'armure sur le métier elle est bonne, s'il n'y a pas un fil qui est mal rentré, dans l'ennoblissement, que je connais moins, mais si les colorants sont bien diffusés, etc. Et c'est donc tout ça sur l'attractivité. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'écoles ont disparu, on a plus des écoles d'ingénieurs aujourd'hui.
à la fois à Mulhouse, ici et à Lyon, et que les métiers de base ou les centres d'apprentissage ne sont plus ce qu'ils étaient, mais chaque entreprise il y a quand même l'impression de démentir. il y a une réelle obstination à maintenir et à redévelopper nos savoir-faire, et que ce soit par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles. On a dans le Nord un format, on a l'IFTH qu'il ne faut pas oublier, et dont c'est une mission Monsieur essentielle. l'administrateur. Absolument. Non, je pense qu'il y a quand même une prise en compte très, très forte de cette obstination à garder et à redévelopper des savoir-faire. Ils ne sont pas perdus. Et il y a encore des écoles où on peut former des gens. Le problème, c'est d'amener ces personnes là où il faut les amener pour les former. On a peut-être un problème de communication dans ce sens-là. C'est le problème d'attractivité. Voilà, un problème d'attractivité. C'est pas un secteur du passé, c'est un secteur de l'avenir. Voilà. Il y a des postes à pourvoir. À la fin de votre formation, on proposera un emploi qui est correctement rémunéré, dans des conditions de travail qui sont tout à fait conformes à ce que l'on voit ailleurs et avec des développements de carrière. Alors madame, vous avez aussi parlé du Made in France. Moi, je ne suis pas un apôtre total du Made in France. Je pense que dans un produit, il y aura une partie qui est française, surtout la mode de la filière. Plus on va vers l'aval et plus on va vers la confection, plus c'est quand même difficile si on veut que nos produits s'inscrivent dans une fourchette de prix que le marché va accepter. Parce qu'on peut faire du Made in France, mais si le marché ne l'accepte pas, ou une toute petite frange du marché, ça n'a pas un impact très fort. Donc on est, nous, plus euro-méditerranée. On a quand même... moi, je fabrique du tissu et je crois qu'il y a en Obli, une bonne partie se retrouve au Maroc ou en Tunisie. Et puis une autre activité où je fais des sacs pour la grande distribution. Le tissu est fabriqué dans les Vosges, mais dedans l'étiquette c'est Made in Tunisia parce que sinon je ne pourrais pas être placé. Donc il faut évidemment développer le savoir-faire français, la technologie française, nos compétences, notre filière, mais il faut bien se dire que aujourd'hui on est dans un monde ouvert, donc il faut aussi profiter des opportunités qui sont pas très loin de nous, soit à l'est de l'Europe, soit au sud de l'Europe. Je crois que monsieur. Hier, j'entendais au niveau du concept de production d'être le plus, pour répondre au Made in France à la Redoute, d'être le plus près possible du producteur. Alors, effectivement, ça peut avoir des avantages, des livraisons, éco-conception, enfin, énergie, matières premières et un certain nombre de choses. Mais pour ceux qui vont réaliser des produits finis, la difficulté en France, c'est la charge de l'outil de production de manière constante. Donc si la Redoute veut travailler avec des jeunes qui veulent s'installer dans le domaine de la confection, la difficulté ou leur challenge, ça va être de les alimenter d'une manière régulière. Auquel cas, effectivement, on peut à ce moment-là toucher directement le concept de production et intervenir, et je dirais même faire tous les jours les commandes qui tombent à la bonne taille et au bon produit. Donc il n'y a pas de stock, on est en flux réel, en flux tendu. Là, c'est un vrai partenariat qu'il faut monter avec ces entreprises. J'avais une dernière question. Dans les verrous technologiques que vous voyez à lever au niveau des capteurs et des textiles intelligents, des vêtements intelligents, c'est les trois plus importants qui restent à lever, vous verriez lesquels? Alors, j'ai la chance d'être président de l'UIT, mais alors, moi je suis pas ingénieur, je suis plus un homme de marché, enfin bon, type d'école de commerce, donc je n'ai pas une compétence très fine sur la recherche, mais je pense que sur ces capteurs, c'est donc ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'ils soient le plus invisible possible, donc dans le tissu lui-même, pas que ce soit quelque chose de rapporté, c'est le premier point. C'est qu'ils puissent véhiculer le plus d'informations et qu'ils soient autonomes en énergie. Je pense que Pascal Denisard pourrait répondre. Il est dans le cœur du sujet. Il est là, mais je ne sais pas s'il a écouté la question aussi. Non, mais il faut lui répéter, on est allé le chercher pour... Non, les trois leviers à contourner, à lever dans l'avenir concernant les capteurs et les tissus connectés. Les verrous technologiques. Les verrous technologiques. Qui restent à lever.
Voilà, je parle. Pardon. Merci beaucoup. Désolé d'intervenir comme ça avec sa photo. Merci. En tout cas, de me faire intervenir là-dessus. Juste un point. D'abord, le premier verrou technologique. Le premier verrou, pardon. Je ne vais pas parler de technologie. C'est la multiculturalité, c'est-à-dire mettre en travail collaboratif des gens qui viennent de 3 domaines essentiels. Évidemment, le textile, parce qu'on va transformer, on va changer la fonction du textile en l'enrichissant, justement, en connectant, en ajoutant des fonctions complémentaires. Donc il y a cette maîtrise. Il y a cette maîtrise de la micro-électronique et de la nano-connectique. Et ça, il y a peu d'entreprises françaises, non pas qui maîtrisent le sujet, mais qui vont faire des développements pour le secteur textile, qui n'est peut-être pas, en termes de business model, le plus attractif pour les gens qui sont sur la nano-connectique. Il y en a 3 ou 4 en France. Donc ça veut dire partir aussi avec les bons partenaires en nano-connectique. Et puis, parce que les solutions existent, on a eu des expériences, le Serenity a déjà un savoir-faire, Autonotex, Lily Flory et Éminence, on avance sur ces sujets. Il y a un troisième métier qu'il ne faut pas oublier. C'est que derrière le big data qu'on va avoir, les informations qu'on va recueillir quand on aura levé ce verrou technologique que l'on peut lever, comment on va le manager? Et là, on rentre dans la notion de système d'information et d'Internet des objets. Et là, attention, c'est non seulement d'abord l'éditeur, c'est un vrai métier, l'Internet des objets, en termes de complexité, complexité à accumuler, à traiter, bien sûr, l'information, avec des protocoles qui aujourd'hui sont pas... D'ailleurs, il y a un travail qui est lancé à l'UT, des protocoles qui sont multiples et variés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une standardisation, ça évolue tous les jours, avec les grands acteurs américains qui en plus imposent leurs protocoles. Il y a vraiment une vraie réflexion déjà sur l'aspect technologique d'accumulation de données, mais surtout le management des données. On en fait quoi? Qu'est-ce qu'on retraduit? À qui? Est-ce que parfois ça va être sur un smartphone qui est le premier ordinateur que tout le monde porte, mais ça va être aussi peut-être quand on est dans le médical, quand on est dans d'autres domaines d'activité, ça va être des serveurs, des systèmes d'information. La DSI qui sécurise l'information de l'entreprise doit évidemment être impliquée. Donc voilà, et quand on a fait ce parcours du combattant et qu'on a levé ces verrous, reste un enjeu majeur, l'entretien. L'entretien, n'oublions pas que les vêtements que nous portons, si on parle de vêtements, comment on va les entretenir, et la transformation du métier de l'entretien. Là, on est dans une révolution aussi culturelle, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a l'entretien déjà ménager, l'entretien du pressing, mais moi je prends en compte ce métier. Demain, il va y avoir un entretien du service, parce que si vous avez embarqué de l'électronique sur une surface textile, et que vous avez à un moment donné un problème, j'évacue même la maintenance. Et comment on va gérer cet entretien? Comment on va gérer la maintenance? Comment va se transformer le métier aussi de celui qui distribue l'article textile? Puisque là, on va un cran plus loin. Aujourd'hui, j'ai un textile connecté, j'ai un t-shirt intelligent ou j'ai une veste intelligente. J'ai un problème, je me retourne vers qui? Vers la marque. Vers la marque. La marque va avoir aussi un rôle à jouer là-dessus et c'est capital. Vous voyez, donc les verrous ne sont peut-être pas là où on les imagine. À mon avis, ils sont plus dans la révolution des métiers que dans la révolution technologique, puisque les solutions existent au niveau du demi-micron. On sait déjà connecter les textiles, on sait capter des signaux, on sait même produire de l'énergie avec les textiles, et il y a des sensors textiles. L'évolution là, ça sera l'électronique qui s'efface devant le textile. Le textile a cette capacité. J'étais en Autriche la semaine dernière, j'ai vu des travaux réalisés aussi où de plus en plus de sensors qui sont directement au cœur de la fibre. Donc on va mettre moins d'électronique, mais il y en aura toujours. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je ne sais pas si c'était exhaustif. En tout cas, une réponse à un point pour point. Merci Pascal. Mais c'est justement aussi le grand enjeu, c'est de savoir si nous on sera un support, enfin, ou un élément de ces objets connectés, ou si on va réussir à, nous textiliens, à devenir producteurs et distributeurs d'objets connectés. Parce que sinon on retombe dans le sous-traitant, avec tous les problèmes que cela peut poser. On va être, par nos innovations, est-ce qu'on va réussir
certain nombre d'entre nous vont réussir à s'imposer comme étant concepteurs, producteurs et distributeurs d'objets connectés. Je crois, Eric, tu avais levé la main. Oui, mais c'est sur la question du Made in France, mais juste pour prolonger, comme ça correspond quand même à un regain du courant d'intérêt pour certains consommateurs, est-ce que l'UIT est actif en matière de promotion du Made in France et des entreprises qui font du Made in France? Alors on a une initiative qui est connue ici dans le Nord, qui s'appelle Nord Terre Textile, qui vient des Vosges Terre Textile, Alsace Textile, le Nord, le Rhône-Alpes, etc., qui maintenant est fédérée sous France Terre Textile, avec le lancement le 13 octobre à Paris, sous forme de speed dating de l'ensemble de cette communauté des producteurs Terre Textile et d'un certain nombre de donneurs d'ordre, afin de mieux se connaître. Alors, France Terre Textile, c'est pas du Made in France, il faut d'abord être industriel en France, sur un des territoires que j'ai nommé, donc avoir une usine, enfin un outil industriel, et pour être labellisé, que la société soit labellisée, ou certifiée plutôt, et que le produit, lui, pour être labellisé, il faut qu'il sorte de ces usines, et que 75% de sa valeur ajoutée soit faite dans ces différents territoires ou auprès de ces différentes sociétés certifiées. Mais après, c'est évident que le coton ou la laine ont été cultivés ou récoltés dans d'autres pays et qu'un certain nombre d'autres opérations peuvent être faites ailleurs. On est dans le timing, cher ami. Il y a une dernière question. La dernière, mais pas la moindre. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que pour innover, le prérequis c'était que les entreprises aient un compte d'exploitation qui soit bon. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et aujourd'hui, quand on prend l'industrie du prêt-à-porter féminin, on va dire mass market, quand on voit la dette du groupe Liberté, l'état d'entreprises comme Promode, Camailleux ou même Manoir ou d'autres, mais c'est plutôt en dégradation qu'en amélioration. Et pourtant, ce qui les sortira probablement de cette situation, c'est de réinventer via les usages et évidemment l'apport des technologies de fond en comble leur métier. Donc comment des bonnes entreprises comme ça font pour innover et investir déjà quand le business du quotidien est difficile, que le trafic en magasin fait moins 30 et voilà, comment on fait? Il vaut mieux leur demander à eux qui sont dans cette partie de la filière qu'à moi qui suis en amont, mais que je disais, il faut que le compte de résultat soit équilibré, je veux dire qu'il fallait qu'on soit compétitif, qu'on ait un coût compétitif. Donc il fallait qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent sur les charges sociales, sur la fiscalité, particulièrement la fiscalité locale. Ces immeubles ou ces entrepôts ou ces usines ont un impact qui se retrouve vers le 15 octobre sur l'impôt foncier et sur la CFE, et tout ça, ça pèse très fortement, et si on veut se développer, il faut qu'on puisse dégager des marges de manœuvre financières. Ça, c'est valable pour l'ensemble des entreprises en France. Alors, dans le secteur de la distribution, on sait qu'il y a particulièrement en France, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des reculs, il y a aussi des reculs de chiffre d'affaires parce que le produit moyen, le prix moyen du produit est en baisse, c'est un certain nombre de sourcing, que les loyers dans les zones de centre-ville et dans les bonnes rues sont à la hausse parce qu'il y a une concurrence et que sur ces adresses prestigieuses ou plus ou moins prestigieuses, mais enfin en tout cas incontournables, les loyers sont fortement à la hausse. Mais c'est aussi par l'innovation et donc pour attirer le consommateur le mieux possible et le plus possible, donc le plus possible en nombre et le mieux possible dans son panier moyen, que ce secteur de la distribution s'en sortira. Et puis il y en a d'autres qui utiliseront de nouveaux moyens de commercialisation, de distribution et qui remplaceront. Il y a toujours un cycle dans les entreprises. Il y en a qui montent et après qui baissent, qui remontent. Il y en a qui disparaissent. Il y en a qui reprennent les choses en main, qui s'adaptent. Voilà.
Je vais juste raconter une mini-histoire, à la fois pour un petit peu répondre et puis pour parler aussi de l'attractivité des métiers. Un jour, Thomas Hurier, qui est le patron de 1083, qui fabrique des jeans bio en Ardèche, qui marchent très bien, m'appelle et me dit voilà, oh là là, j'ai un problème, t'as pas une idée? Je lui dis, je sais. Il me dit, il me faut absolument des gens pour mettre sur les machines, le business s'accroît, il me faut des ouvriers, des ouvrières, t'as pas une idée comment je fais pour trouver des ouvriers, des ouvrières? Donc je lui donne un certain nombre de contacts, et puis un mois après, je le rappelle, et je lui dis alors ça va? Ah, il me dit ça y est, j'ai trouvé comment faire. Je lui dis, tu as fait quoi? Il me dit, j'ai peint toutes mes machines à coudre en rouge, j'ai mis une belle photo sur les réseaux sociaux, et du coup tout le monde arrive, parce qu'il pense que ça va être cool de travailler dans cet atelier. Donc, l'innovation, c'est vrai, il faut un peu de moyens, mais voyez, pas tant que ça. Et les grandes entreprises, je pense qu'elles auraient vraiment intérêt à se rapprocher d'un certain nombre de petites, comme Thomas, et tant d'autres, de jeunes startups comme celles qu'on a vues hier, parce que peut-être elles trouveraient des idées pour innover qui sont des idées qui vraiment coûtent un peu de temps. Voilà.